Bonjour Benjamin Hoffman, Bonjour Lionel Cuillet. bienvenue sur le campus de Washington University in St. Louis, dans une ville fondée par les Français en 1764, dans le Missouri, le long du Mississippi. Donc nous sommes heureux de vous accueillir sur notre campus. Vous avez discuté avec nos étudiants. On est heureux de vous accueillir pour la présentation de votre dernier roman, L'île de la Sentinelle. Vous avez publié déjà plusieurs romans aux éditions Gallimard, en particulier Père et Fils, American Pandemonium en 2016, et aux éditions de Minuit, Les paradoxes de la postérité et L'Amérique posthume en 2019 chez Garnier. Alors, L'île de la Sentinelle, c'est un roman d'aventure qui raconte l'histoire d'un jeune anthropologue indien qui est fasciné par cette île de la Sentinelle dont vous allez nous parler. Et c'est aussi l'histoire d'une amitié avec un jeune Américain qui lui aussi va être fasciné par cette île. Et par bien des côtés, c'est un roman fantastique, un campus novel, un roman d'amour, et donc et aussi un roman très humaniste. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est d'où vous est venue l'idée d'écrire ce roman? Quand en particulier avez-vous entendu parler de cette île de la Sentinelle dont les habitants n'ont jamais eu de contact avec les Occidentaux? Et en particulier, est-ce que le roman a été déclenché par la mort de John Shaw, qui est ce jeune missionnaire de 27 ans, qui a voulu convertir les sentinelles et qui est mort à peine débarqué sur la plage. Alors effectivement, j'ai entendu parler de l'île de la Sentinelle il y a déjà quelques années, aux alentours des années 2015 je dirais, et c'est une île dont il est question de manière régulière dans les médias, notamment dans la presse britannique, dans la presse anglo-saxonne dirais-je en général. Et donc mon premier contact avec l'île de la Sentinelle est juste passé justement par l'intermédiaire de l'un de ces articles relativement peu substantiels, un petit peu anecdotique à bien des égards, parlant de cette tribu dans l'océan Indien, dans l'archipel des Andamans, et soulignant en particulier sa prétendue bestialité, agressivité. Et ce qui m'a retenu dans cette nouvelle, la raison pour laquelle je me suis dit qu'il y avait peut-être un roman à écrire à ce sujet, c'est sans doute cet intérêt assez ancien qui est le mien pour la représentation de l'altérité. Je suis en effet professeur de littérature du XVIIIe siècle, et le XVIIIe siècle est ce siècle où la pensée des Lumières se porte particulièrement vers la compréhension de l'étrangeté, de l'altérité. Pensons par exemple à Diderot et à son supplément au voyage de Bougainville, par exemple. Et d'une certaine manière, les Sentinelles, l'histoire de l'île de la Sentinelle et de son peuple est venue se rattacher à cet intérêt ancien pour la littérature de voyage, pour la littérature de représentation de l'altérité, sa tentative pour dire l'altérité sans la ramener à soi en particulier. Donc je dirais qu'il y avait déjà cet intérêt de longue date qui est rentré en contact avec cette nouvelle, un petit peu anecdotique comme je le disais, au sujet de l'existence de son peuple. C'est un roman que j'ai eu une certaine difficulté à écrire, c'est un roman qui a eu des genèses successives. La difficulté est sans doute venue du fait qu'il a fallu articuler dans ce texte une pensée anthropologique et un univers romanesque, et trouver le bon équilibrage de ces deux domaines, l'anthropologie et le roman, la représentation de l'altérité incarnée par les sentinelles et en même temps une machine romanesque qui donnerait envie au lecteur autant que possible de poursuivre la lecture. Il était difficile de les coordonner d'une manière harmonieuse. Et je dirais qu'en raison de cette difficulté intrinsèque au projet, il y a eu des coups d'arrêt dans l'histoire de l'écriture du texte. Il y a eu des genèses manquées. Et c'est alors que l'une de ces genèses manquées venait de se produire que j'avais rangé mon manuscrit
en demandant si j'écrirais jamais un roman sur l'île de la Sentinelle, que l'histoire de John Shaw est venue à ma connaissance, l'histoire de ce missionnaire américain qui en effet a perdu la vie en novembre 2018 sur l'île de la Sentinelle, tandis qu'il voulait leur apporter la bonne parole. Donc je dirais que l'histoire de John Shaw n'avait pas été le déclencheur du roman lui-même, mais elle a été le déclencheur de ce qui a été la dernière genèse du texte, celle qui a effectivement abouti au texte dont nous discutons aujourd'hui. Alors, il y a effectivement dans ce livre aussi un travail sur les doubles. Il y a une mise en scène de plusieurs doubles. Donc il y a le narrateur qui est anthropologue, spécialiste de cette région, spécialiste des sentinelles. Et puis il y a un double qui est un camarade qu'il rencontre à l'université de Yale, qui s'appelle Marcus. Et je voudrais que vous parliez de cette relation qui est au cœur de la partie roman du livre. Et on a l'impression, effectivement, il y a une scène par exemple où ce personnage de Marcus appartient à la très haute bourgeoisie américaine. Il représente une sorte de... il évoque les personnages dans le Great Gatsby. Et il y a une scène où effectivement des scènes d'unité parfois avec ce personnage. Et je cite par exemple page 67, il y a un moment où, avec ce camarade, il se sent fugitivement revenu à un temps d'innocence antérieur aux différences que l'on invente entre soi et les autres. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette relation qui semble justement à l'image de ce désir plus large de réconcilier à la fois l'Occident, la conscience occidentale et les sentinelles? Alors, je dirais qu'il y a dans mon travail littéraire un intérêt ancien pour la question du double, puisque l'un de mes précédents romans, que vous avez bien voulu mentionner tout à l'heure, s'intitule American Pandemonium. Et dans ce roman, il y a déjà une forme de réflexion autour du double, qui dans ce cas n'est pas une dualité entre deux personnages, mais en vérité entre trois personnages, qui sont des personnages qui sont pensés en miroir les uns par rapport aux autres, et qui d'une certaine manière correspondent à la topique freudienne du moi, du ça et du surmoi. Donc j'aime bien dans mes dispositifs romanesques effectivement penser à ces rapports de miroir entre les personnages. Alors c'est un travail qu'effectivement je poursuis dans l'île de la Sentinelle à travers ce double entre ce personnage de Krish, qui est un Indien, qui est d'origine indienne, et ce personnage d'un Américain qui s'appelle Marcus. Et chacun retrouve à la fois des points communs très clairs en l'autre, mais trouve principalement une forme d'altérité dans l'autre, d'altérité qui correspond à leurs aspirations les plus profondes pour ce qu'ils voudraient être et ce qu'ils savent que profondément ils ne seront jamais. Alors déjà, en quoi sont-ils construits en double ? L'élément qui les rapproche d'une manière déterminante, c'est leur fascination commune pour l'île de la Sentinelle. Leur amitié va s'écrire autour de la fascination pour cette île, jusqu'à ce qu'ils s'y rendent l'un et l'autre. Leur amitié est aussi fondée par leur appartenance commune à une société secrète, qui dans le roman s'appelle St. Andrew, laquelle ils sont l'un et l'autre membres, n'est-ce pas ? Mais d'une certaine manière, chacun reconnaît dans l'autre une forme de double idéalisé, non pas ce qu'ils sont réellement, mais ce qu'ils voudraient être. Le personnage de Krish reconnaît particulièrement dans celui de Marcus l'existence de privilèges sociaux qui lui feront à jamais défaut, puisqu'ils appartiennent à des milieux sociaux excessivement différents. Krish étant d'une famille relativement humble, tandis que les privilèges sont absolument nombreux et considérables dans la famille de Marcus. Ce que Krish aussi admire, je pense, chez Marcus, c'est cette espèce de fabuleuse facilité intellectuelle qui est la sienne. Ils se rendent compte lorsqu'ils sont encore l'un et l'autre très jeunes, et Marcus, d'une certaine manière, a la capacité à tout faire. Je le décris comme dans le roman, comme ce personnage qui peut absolument embrasser toutes les possibilités d'existence. Il pourrait être homme de politique, il pourrait être professeur à l'université, il pourrait être romancier, même dans le domaine académique, il a des talents excessivement variés. C'est aussi un musicien exceptionnel. Et d'une certaine manière, il représente
peut-être ce qui a été mon admiration personnelle lorsque j'étais étudiant à l'université de Yale, où j'ai rencontré des individus prodigieusement accomplis, tels que ce Marcus, qui ne peuvent que susciter admiration. D'autre part, le personnage de Marcus reconnaît aussi en Krish des qualités qui lui font défaut, une forme d'âpreté, une forme de courage, une forme d'obstination aussi, qui est, à mon sens, inséparable des vraies réussites intellectuelles. Le génie, me semble-t-il, c'est celui non seulement qui travaille beaucoup, qui travaille énormément, mais qui a aussi la capacité à ne pas lâcher son œuvre. Or, le problème de Marcus, c'est précisément qu'il lâche son œuvre, qu'il veut écrire un roman, mais qu'il l'abandonne, qu'il veut devenir professeur, mais qui ne fait pas de thèse, qui veut inventer son identité par opposition à son père, qui est une figure assez écrasante, mais qui finit par travailler pour lui. Donc le roman est écrit du point de vue de Krish, qui se porte avec admiration vers son ami, en pensant toujours que lui soit toujours dans une situation d'infériorité fondamentale, radicale vis-à-vis de Marcus. Mais il y a un moment assez central dans le roman où le personnage de Krish reconnaît que Marcus, en vérité, a nourri vis-à-vis de lui une forme de fascination similaire à la sienne. Et comme il le remarque dans le roman, c'est comme une forme de renversement copernicien des perspectives. Comme si l'axe selon lequel ma vie s'était écrit, dit-il, je le cite de mémoire, était tout d'un coup renversé. Et il me semble que justement le personnage fait l'expérience de cette réciprocité dans la fascination et comprend que ce sentiment d'écrasement vis-à-vis des vertus, des qualités de son ami, en vérité est tout à fait égalé par la fascination que lui-même a suscitée, sans qu'il le sache, à son ami. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette relation de double trouve un écho dans la relation entre la conscience occidentale et l'homme de la sentinelle? Je dirais que je ne l'ai pas nécessairement conçu d'une manière aussi claire. Un processus romanesque, c'est aussi un processus qui fait part à l'inconscient, qui fait part à une forme de spontanéité dans l'écriture. Mais à relire le roman, oui, on peut sans doute trouver une forme d'omniprésence de cette figure du double dans le roman. Alors bien évidemment, entre les deux personnages, comme on vient de le dire, il y a même un chapitre dans le roman qui s'appelle « Le double », donc vraiment les points là, sur les i, c'est vraiment clair. Mais il y a aussi dualité entre perspective occidentale et perspective des sentinelles. Et je dirais aussi il y a dualité dans l'architecture même du roman, puisque celui-ci est construit sur le modèle d'une alternance entre d'une part réflexion anthropologique, également réflexion sur l'histoire des rapports entre la sentinelle et l'Occident, et d'autre part, roman, mettant en scène l'amitié étirée au fil et à mesure du temps entre ces deux personnages. Donc on peut tout à fait dire, effectivement, me semble-t-il, qu'il y a une espèce d'omniprésence de la figure de la dualité, de la figure du double dans le roman, qui s'incarne à des degrés variés de l'écriture. Alors, vous êtes 18e. On sait qu'au 18e, on s'intéresse à la notion d'homme naturel, qui est peut-être fantasmée, construite. On connaît évidemment les théories de Rousseau. Est-ce que dans le roman ou dans la conscience occidentale, les habitants de cette île de la Sentinelle constituent une représentation de l'homme naturel? Alors je dirais que le trope de représentation des sentinelles n'est pas un trope rousseauiste. À ma connaissance, dans tous les discours qui ont été portés sur les sentinelles, que ce soit les discours de la presse dont on parlait tout à l'heure ou le discours des anthropologues, le modèle d'homme naturel, d'homme au plus proche de l'état de nature n'a jamais été réellement celui autour duquel s'est articulée cette représentation du peuple des sentinelles. Le modèle dominant est au contraire celui de l'altérité agressive, de la barbarie, de la sauvagerie, du cannibalisme, d'un peuple qui soi-disant serait resté irrémédiablement à l'âge de pierre. Et c'est précisément une représentation contre laquelle je m'inscris en faux, représentation que j'essaye de dépasser dans le roman lui-même, en informant ma représentation du peuple des sentinelles par les connaissances anthropologiques qui sont à notre disposition.
Je dirais que, pour revenir à l'origine de votre question sur le modèle rousseauiste, c'est un modèle qui est néanmoins présent dans la pensée du personnage principal, Krish, lorsque celui-ci se rend dans la tribu des Jarawat. Et parce c'est un anthropologue, il va mener une période d'études prolongée au contact de cette tribu de l'archipel des Andamans, n'est-ce pas? Et il a conscience qu'il serait possible pour lui de voir dans les Jarawat, de voir dans cette population indigène une figure rayonnante de l'altérité, une figure de l'homme au plus proche de la nature, vivant d'une manière idéale par rapport aux corruptions de l'Occident. Mais ce qu'il essaye de faire, comme il le déclare dans le roman, c'est d'être une conscience vierge qui accueille la nouveauté. Je cite encore une fois de mémoire. Son but, c'est à la fois de se débarrasser d'une représentation de ces peuples comme peuples barbares, cannibales, comme on le disait à l'instant, mais également de ne pas les idéaliser en faisant des bons sauvages dans la tradition construite, d'ailleurs de manière assez erronée, à partir du modèle rousseauiste. Pour ce personnage d'anthropologue, l'ambition, c'est autant que possible d'être cette conscience vierge sur laquelle va s'imprimer une connaissance aussi peu médiatisée que possible par les préjugés, par des préconceptions à leur sujet, et de créer un discours qui soit un discours qui émerge à partir de l'observation, de la familiarité, mais qui, autant que possible, ne répercute aucune des préconceptions qui pouvaient être les siennes à l'origine. Alors, est-ce qu'on pourrait parler maintenant de votre travail de montage, puisque c'est un roman en 3 parties, oui, mais qui alterne des chapitres d'anthropologie, d'histoire, sur l'histoire des contacts avec les habitants de l'île de la Sentinelle. Et ces chapitres alternent avec le travail de la fiction et donc cette amitié entre Chris et Marcus. Est-ce que vous pourriez nous parler du travail du romancier, du travail d'agencement de ces parties? Vous employez des termes très justes, notamment le terme de montage me paraît particulièrement pertinent pour ce roman en particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a véritablement des séquences, comme il y a des séquences dans les œuvres cinématographiques, qui doivent être articulées les unes par rapport aux autres. Je dirais que l'une des difficultés fondamentales à laquelle je me suis affronté, que j'ai affronté dans mon travail d'écriture, c'est une difficulté au sujet de l'articulation entre anthropologie et roman dont je parlais tout à l'heure. La difficulté qui était la mienne, c'est comment vais-je trouver un moyen pour retracer l'histoire de ces rapports épisodiques discontinus entre l'Occident et l'île de la Sentinelle sans faire exploser la forme de mon roman. Au début, une de mes premières idées avait consisté à avoir une première partie entièrement romanesque, peut-être ensuite suivie par une deuxième partie composée d'un manuscrit du personnage principal sur l'île de la Sentinelle et cette histoire, selon le modèle justement assez 18e du manuscrit trouvé et intercalé dans le roman. Le problème, c'est qu'une telle forme aurait fait d'une certaine manière exploser le roman lui-même en intercalant d'une manière beaucoup trop conséquente un matériau qui était un matériau anthropologique, historique, et qui n'était plus le matériau romanesque. Il s'est trouvé qu'au moment où je réfléchissais vraiment à cette question, j'ai lu un roman d'un romancier que j'admire immensément qui s'appelle Haruki Murakami, un grand romancier japonais, et qui a écrit notamment La fin du monde. Et là, dans ce roman, intitulé donc La fin du monde, il y a un phénomène d'alternance de chapitres entre des passages qui appartiennent à une certaine réalité et d'autres passages qui appartiennent à une réalité davantage onirique, imaginaire. Et d'une certaine manière, c'est ce modèle de l'alternance que j'ai adopté afin de conjoindre autant que possible anthropologie et roman. Ceci dit, l'anthropologie et le roman finissent par fusionner dans le texte, puisque comme vous le remarquiez, la troisième partie ne joue plus de cette alternance, mais vient au contraire permettre au roman de s'agencer, de s'imprégner totalement du matériau romanesque. Par ailleurs, je dirais que, pour revenir à cette question du montage, un bon monteur, c'est aussi quelqu'un qui sait quand évacuer des séquences superflues.
En vérité, il y a eu d'autres exemples de contacts discontinus entre les sentinelles et l'Occident dont je n'ai pas parlé. Certains relativement anecdotiques, notamment l'histoire de surfeurs qui, dans les années 1980, fin des années 90, se sont retrouvés un petit peu au hasard dans la région de l'île de la Sentinelle et en sont venus à surfer juste à côté de ces derniers qui sont venus en pirogue les voir. Donc il y a eu d'autres exemples que je pourrais donner, notamment de visites d'autres anthropologues dont je n'ai pas parlé. Mais il faut justement toujours, quand on est romancier, penser à ce qui est dans l'intérêt du rythme du récit. Et monter le récit, c'est aussi savoir ce qui ne doit pas rentrer dans le roman, qui pourrait être intéressant à certains égards, mais qu'on va néanmoins évacuer afin justement de garder un certain rythme, une certaine nervosité du récit pour que la lecture, l'expérience de la lecture reste passionnante autant que possible pour le lecteur. Alors, il y a d'ailleurs des remerciements à la fin du roman et beaucoup de sources, Oui. Qui renvoient à des livres d'anthropologie, d'histoire, et donc toute une bibliographie, justement. Et je voulais savoir comment, du coup, vous avez réécrit ce travail d'érudition. Comment ce travail d'érudition est filtré quand même dans ces passages, dans le montage. Alors c'est sans doute ma formation universitaire ici qui se manifeste dans le roman, puisqu'il m'a semblé effectivement qu'il était bon de faire preuve d'une certaine honnêteté intellectuelle en reconnaissant les sources à ma disposition, les sources dont j'ai fait usage pour écrire le roman. Certaines sont vraiment des sources qui appartiennent au domaine de l'anthropologie, certaines sources sont davantage des sources qui appartiennent au domaine de la recherche journalistique, notamment lorsqu'il est question du personnage de John Shaw, ce missionnaire dont nous avons eu l'occasion de parler, n'est-ce pas, et qui a été l'objet de très nombreux articles après son décès. Je dirais que d'une certaine manière, je me suis servi de mes outils d'historien de la littérature, de spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle notamment, pour écrire des chapitres informés par ce savoir anthropologique, ce savoir sur la sentinelle, mais aussi son environnement. Mais d'une certaine manière, quand on a deux identités comme ceci, où il y a cette dualité dont on parlait à l'instant dans le texte, l'anthropologie et le roman, il faut toujours savoir aussi d'une certaine manière quelles sont les valeurs qui sont les nôtres comme auteurs. Qu'est-ce qu'on va faire prévaloir dans le cas d'une telle confrontation. Et il me semble que fondamentalement, lorsqu'on écrit un roman, ce sont les intérêts du récit qui doivent prévaloir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément faire preuve de malhonnêteté intellectuelle, il faut au contraire, autant que possible, informer son discours en se fondant sur les données objectives produites par les spécialistes. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte qu'on écrit un roman, qu'un roman, ça doit être un récit qui prend le lecteur par la main, qui lui donne envie de tourner les pages. Et d'une certaine manière, il y a juste une expérience très simple dont l'on peut s'inspirer dans le processus d'écriture, c'est juste l'expérience de l'ennui. Est-ce que quand j'écris ces détails anthropologiques, est-ce que j'ai plaisir à le faire ou est-ce que ça m'ennuie moi-même? Parce que si ça vous ennuie vous-même comme écrivain de faire preuve d'exhaustivité en parlant d'un phénomène précis, à 200%, dans 200% des cas, le lecteur va s'ennuyer aussi. Donc d'une certaine manière, il faut savoir toujours faire cohabiter réflexion, recherche et roman, mais me semble-t-il privilégier les intérêts de la machine romanesque elle-même. Et puis, vous nous avez dit aussi que, évidemment, dans tout ce matériau de l'histoire, des contacts avec les sentinelles, il y avait évidemment beaucoup de préjugés, oui. Et ces préjugés, donc vous ne les relayez pas non plus dans les parties historiques aussi. Disons que les préjugés qui entourent les sentinelles ont néanmoins une existence dans le roman, dans la mesure où ce qui attire les deux personnages, c'est justement cette mythologie de l'exotisme qui entoure les sentinelles. Cette mythologie d'un peuple lointain, agressif, dangereux, sur une île presque inaccessible, qui vient condenser, comme on le disait tout à l'heure, la dernière existence de l'âge des grandes découvertes. Mais je dirais que dans le fil du récit,
ces préjugés ont tendance effectivement à disparaître, à être déconstruits, notamment dans la perspective de l'anthropologue lui-même. On parlait tout à l'heure de ce phénomène de double. Je dirais que d'une certaine manière, le personnage de Marcus n'accomplit pas ce travail de déconstruction des préjugés et d'une certaine manière, on est presque puni par le récit puisqu'il disparaît sur l'île de la Sentinelle. Tandis que le personnage de Krish est celui qui fait au contraire ce travail critique sur les préjugés que lui-même a pu répercuter au sujet de ce peuple, des autres peuples de l'archipel, et vient d'une certaine manière à le déconstruire et à juste en arriver à une représentation de ce peuple, non pas comme un peuple incarnant une altérité indépassable, mais au contraire comme un peuple incarnant une forme de familiarité, portant la possibilité d'une identification. Et il me semble que c'est ce travail que ce personnage de Krish accomplit, mais qui est un échec dans le cadre du personnage de Marcus. Alors, je voulais vous poser une question aussi quant à votre rapport à la littérature anglo-saxonne et à la littérature étrangère en particulier. Donc, il y a des références à Gatsby, oui. Et évidemment, il y a une référence très importante qui revient à Joseph Conrad. Oui. Donc, je voulais... Conrad, d'ailleurs, qui est cité par Marcus comme justement un modèle indépassable d'écriture. Et donc, je voulais savoir comment vous situez en tant que auteur et universitaire français vivant maintenant aux États-Unis par rapport à cette littérature. Et donc, comment vous vous situez par rapport à ce qu'on pourrait appeler une littérature monde, enfin globale, puisque vous venez de citer un écrivain japonais. Donc, comment interviennent ces références et ces influences ? Alors, je dirais que c'est toujours de la part d'un écrivain, lorsqu'il écrit un roman, lorsqu'il cite un auteur ou des auteurs, comme c'est mon cas, c'est toujours un acte très fort. La présence dans le texte même d'une référence directe, explicite à d'autres écrivains. Et effectivement, il y a une forme de panthéon littéraire dont il est question dans le roman. Panthéon composé en particulier de Conrad, qui est vraiment la référence du personnage de Marcus lorsqu'il entreprend d'écrire un roman à son tour sur l'île de la Sentinelle. Mais il y a également un passage où le personnage de Krish rend hommage à d'autres écrivains contemporains. Il est question notamment de Colson Whitehead, que j'admire beaucoup, de Zadie Smith, qui est notre grande écrivaine actuelle, d'Atticus Leach également, qui est un autre grand romancier américain. Et d'une certaine manière, le roman lui-même se positionne vis-à-vis de ces références anglo-saxonnes. Il est même question d'Haruki Murakami, qui dans l'espace du roman est un ami intime du père du personnage de Marcus. Donc toutes ces références, elles sont là pour d'une certaine manière rendre hommage à ces auteurs que je lis, que j'admire, et qui me paraissent avoir des problématiques communes avec celles de mon roman. Est-ce que, d'une certaine manière, je les cite à la fois pour montrer le travail d'innutrition du roman, les références dont la machine romanesque s'est produite, mais aussi peut-être parce que je me comprends moi-même finalement comme un écrivain de langue française, moins qu'un écrivain français, vivant aux États-Unis depuis maintenant très longtemps, étant sur le point de devenir citoyen américain. J'ai un attachement sentimental profond vis-à-vis de la France, mais j'ai aussi un attachement sentimental très profond vis-à-vis des États-Unis. Et pour moi, je suis un écrivain franco-américain, un écrivain qui souvent essaye d'écrire des romans américains en français. Un de mes précédents textes, c'est American Pandemonium, qui justement aussi relie cette tradition du roman d'anticipation américain, la route de Cormac McCarthy étant une référence dans ce texte-là. Et je me vois moi-même comme un écrivain de langue française. Camus disait de manière fameuse « Ma patrie, c'est la langue française, c'est la mienne également ». Oui, alors, et d'ailleurs, page 121, il y a mention d'une anecdote, d'une réunion entre Oscar Wilde et Conan Doyle, et qui, de près ou de loin, ont un rapport direct ou indirect avec l'île des Sentinelles.
Et le narrateur déclare de cette anecdote, je conclus que tout est à ce point connecté dans l'histoire universelle, dans ces rapports que les hommes tissent entre eux, pour que les cultures les plus distantes soient toujours en contact, sinon directement, du moins par quelques liens secrets. Et donc on a l'impression que, effectivement, les écrivains, par leur communauté, qu'ils appartiennent ou non à la même langue, effectivement, sont capables de connecter les différences. Absolument, et peut-être mieux placé que quiconque pour construire le phénomène d'une appartenance à une humanité commune. C'est en effet un passage qui est important dans, je dirais, ce que je pourrais appeler la philosophie latente du roman, qui est une philosophie fondamentalement universaliste. Alors c'est un mot qui a mauvaise presse aujourd'hui, et sans doute pour de très bonnes raisons, puisque l'universalisme n'est le plus souvent qu'une forme de généralisation des valeurs occidentales. C'est une manière de prétendre que les valeurs occidentales sont valables pour tout à chacun et qu'elles seraient soi-disant partageables par toutes les cultures du monde. De mon point de vue, l'universalisme qui est le mien, c'est un universalisme qui insiste sur l'appartenance à une humanité commune, fondée en particulier sur des émotions très simples, sur la volonté d'échapper à la souffrance, la volonté de faire l'expérience du bonheur. C'est un universalisme, pour le dire clairement, qui est un universalisme inspiré par la religion bouddhiste, dont il est question dans le roman. Les Sentinelles n'ont été que trop longtemps pensés comme un peuple à l'écart de l'universalité. C'est un peuple marginal à de nombreux égards, notamment parce qu'ils vivent sur une île qui est vraiment à la marge d'une marge. C'est une île qui est éloignée de l'archipel des Andamans, qui est un archipel excessivement isolé à des dizaines d'heures de bateau de la péninsule indienne, par exemple. Et ce qu'arrivent à faire les écrivains, dont vous parlez vous avez évoqué et qui sont mis en scène dans ce passage, c'est de construire le système de l'appartenance commune de cette humanité dite primitive, lointaine, à une famille universelle. Fondamentalement, ce passage il est important parce que on voit Sherlock Holmes comme un personnage créé par Conan Doyle, qui est aussi un personnage qui a trait avec Oscar Wilde et le portier de Dorian Gray. Et ces deux textes sont écrits au même moment. Et d'une certaine manière, on voit qu'il y a une connexion entre des univers culturels et littéraires qu'on pourrait croire absolument distincts, mais qui néanmoins sont connectés. Et là, je pense qu'on retrouve d'une certaine manière un autre aspect du bouddhisme, qui est un aspect qui philosophiquement a une présence latente dans le roman, qui est l'idée d'interdépendance. En effet, selon le bouddhisme, les phénomènes humains sont des phénomènes profondément interdépendants. On ne peut pas penser de phénomènes qui ne soient pas en réalité connectés par l'ensemble du jeu de la réalité à tout ce qui est apparemment différent de lui. Eh bien, on retrouve cette idée d'interdépendance culturelle à l'occasion de ce chapitre. Alors, je voudrais parler maintenant du style et de la traduction, parce que ce livre donc, va être traduit en anglais. Et donc, la question se pose de savoir comment il sera reçu, comment vous pensez qu'il sera reçu. Et sur la question de la traduction, j'aime beaucoup votre style. C'est un style qui me paraît, mis à part le travail de montage et effectivement le travail d'érudition aussi très important qui est à l'arrière-plan de ce roman, mais il y a un travail sur la phrase. Je voulais lire une phrase, par exemple. « Échoué sur les récifs, le primrose est toujours là. Au fil des années, les sentinelles ont prélevé pour leurs flèches le métal de sa carcasse qui, luisante comme ces squelettes de baleines que les éléments ont polis, obstinée comme ces ruines qui survivent aux désastres de civilisations anciennes, rappelle à ceux qui rêvent d'explorer les profondeurs de l'île le danger qu'ils courent à seulement en approcher. » Donc, c'est une très belle phrase, et il y en a plusieurs. Et donc, le style, c'est presque
style classique, enfin au sens où on pense le style classique au XVIIe siècle, par exemple, ou au XVIIIe siècle. Et je me demandais comment ce français, qui peut-être est à l'image justement de l'imaginaire universaliste, comment il serait traduit en anglais. Et si vous alliez superviser la traduction. Alors en vérité, la traduction vient juste d'être terminée. Elle a été accomplie par mon ami et collègue Alan J. Singerman, qui a déjà traduit plusieurs autres de mes livres auparavant. Et c'est une traduction effectivement que j'ai lue d'assez près, puisque Alan Singerman m'a fait l'amitié de partager avec moi son travail. J'ai eu l'occasion de relire chapitre après chapitre. Donc on a vraiment travaillé ensemble. On a une relation de travail qui est maintenant très, très ancienne. Et il est vrai que Alan a remarqué quelque chose qui, moi, m'avait parfaitement échappé, c'est-à-dire la présence de phrases, de sentences, pourrait-on dire, qui lui ont évoqué la tradition des moralistes du XVIIe siècle. Et c'est quelque chose que je n'avais pas du tout remarqué, qu'Alan a remarqué parce que c'est un grand spécialiste du XVIIIe siècle, en plus d'être un excellent traducteur, et qui, moi, m'avait totalement échappé. Et je dirais que la source de cette forme assez moraliste, pour moi, elle ne vient pas en vérité directement du XVIIe et du XVIIIe siècle, mais elle vient de Marcel Proust. Marcel Proust a en effet cette extraordinaire capacité à la fois créer des sentences, des périodes, pourrait-on dire plus justement, majestueuses, excessivement longues, ondulantes, fluides, mais qui parfois s'alternent, qui parfois alternent avec des phrases qui ont quelque chose de l'ordre de la sentence, de la morale. Justement, lui-même était inspiré par quelqu'un comme La Bruyère. Et dans la théorie du roman qui est celle de Marcel Proust, il y a aussi la volonté de créer des phrases qui viennent porter une forme de sagesse, qui viennent de porter une forme de loi universelle s'appliquant quelles que soient les circonstances. Et d'une certaine manière, je crois que c'est quelque chose que j'ai retenu de Proust et que j'ai essayé de faire de mon mieux également, c'est un petit peu comme on extrait je sais pas, un métal précieux ou un joyau, d'extraire des espèces de phrases de ce type, de sentences morales qui viennent porter un discours sur l'homme, sur l'humanité, un discours qui a valeur en tout temps et en tout lieu, et qui effectivement se rapproche de cette tradition des moralistes, mais en transitant par le modèle proustien. Alors je voudrais citer une de ces phrases au moment où le narrateur quitte ceux qui font son objet d'étude, les Indiens Jarawa. Alors je cite, et donc il parle de sa tristesse, de son arrachement, de les quitter. C'est qu'on laisse une part de soi à tous ceux que l'on rencontre, et peut-être que le voyage, très loin de nous enrichir comme le veut la croyance commune, n'est pas autre chose que cette expérience d'une dépossession progressive, des lambeaux de nous-mêmes restant accrochés aux lieux qui nous ont touchés au cœur et aux êtres qui ont trouvé le chemin du nôtre. Alors c'est un passage qui est particulièrement significatif pour moi parce que je le pense en relation avec mon tout premier roman. Mon tout premier roman s'appelle « Le monde est beau, on peut y voyager ». C'est l'histoire de ce spécialiste de Casanova qui en vient à un moment dans sa vie à décider de ne plus écrire sur Casanova, de ne plus mener une carrière universitaire, mais d'essayer d'incarner une figure casanovienne dans notre époque et de réaliser l'équivalent des mémoires de Casanova dans le monde contemporain. Et c'est un roman de jeune homme, c'est un roman plein d'enthousiasme sur le voyage, sur la découverte de l'altérité. Il y a quelque chose presque d'une espèce d'énergie dans ce roman, qui est une énergie fondamentalement de jeune homme, qui est une espèce de désir très profond, ardent, presque insoutenable, de connaissance, de découverte, d'action. Et d'une certaine manière, l'île de la Sentinelle, c'est une espèce de réponse un petit peu plus mûre, puisque j'ai écrit Le monde est beau, on peut y voyager lorsque j'avais 22 ans, j'en ai 36 aujourd'hui, donc bientôt 37, donc presque 15 ans de différence. Et c'est une réponse qui justement vient peut-être tempérer avec une forme de plus grande maturité apportée par les années, cette espèce d'enthousiasme juvénile en ce qui concerne l'expérience du voyage et la confrontation avec l'altérité,
qui était conçu dans mon premier roman comme cette expérience profondément et intégralement positive, mais dont ce texte-là souligne aussi la dimension de souffrance inhérente, de perte, de dépossession. Et le personnage en fait véritablement l'expérience, puisque d'une certaine manière, il découvre cette communauté des Jarawais, qui est une communauté profondément anonyme pour lui, qui n'a aucun ami, aucune connaissance chez ces derniers, mais il a une relation très, très forte avec ces derniers, et quand il quitte d'une certaine manière aussi sa famille, des gens qui l'aiment très profondément et qu'il ne pourra peut-être jamais revoir. Et il me semble voilà, que ce texte, cette sentence dont vous parliez, elle est à lire dans l'histoire de la création de mon œuvre littéraire et l'histoire de ma réflexion justement sur le voyage, l'expérience de l'altérité, ce que l'on perd et ce que l'on gagne à faire la découverte de ce qui n'est pas soi. Merci Benjamin Hoffman, et donc je recommande à tout le monde la lecture de L'île de la Sentinelle, paru chez Gallimard et qui sera bientôt traduit en anglais. Merci à vous Lionel Cuillet, j'étais très heureux de parler avec vous aujourd'hui et d'être dans votre belle université. Merci.